voilà, j'arrive à la déformation alpine qui est la plus importante dans le rift. C'est la déformation alpine surtout qui a structuré le rift. Donc, elle comprend des épisodes distensifs et compressifs. Donc, parmi lesquels on peut distinguer une distension triasique. On a vu qu'on a un trias alpin avec des argiles rouges, grès, basalte. Donc, c'est accompagné de failles normales. Donc, c'est la distension. Donc, une distension triasique nord-nord-est, sud-sud-ouest à est-ouest, marquée par le jeu de failles normales, sein sédimentaire et le dépôt de brèches intraformationnelles, stade rifting tétisien. Donc, voilà des brèches qui viennent bien sûr de la même formation. C'est pour cela qu'on dit intraformationnel. On peut trouver des brèches à l'intérieur du basalte ou bien des brèches basaltiques à l'intérieur du trias, sachant que le basalte c'est du trias. C'est pour ça qu'on parle de brèches intraformationnelles. C'est la preuve de la tectonique active. Donc c'est le stade rifting tétisien, puis un stade globalement compressif, mais comprenant quelques distensions localement exprimées de l'Iocène-Oligocène avec la mise en place de nappes alpines jusqu'au plissement, charriage et décrochement Miocène. Donc voilà le début de la mise en place des nappes alpines. Ça commence à l'Iocène-Oligocène et elle était accompagnée avec des plissements. Puis un charriage, le charriage qu'on avait dans le TP, et décrochement, c'était passé en Miocène. Donc le stade de mise en place des nappes goumarides a consisté d'abord en leur empilement en 4 nappes, puis à leur charriage sur les septimes. Donc au début, on a les goumarides, on connaît un décollement qui a donné 4 nappes empilées les uns sur les autres. Puis après la genèse de ces nappes, elles ont subi un charriage sur les septimes. Donc ceci est attesté par le métamorphisme alpin enregistré surtout à la base de Sinape. Donc, à la base de Sinape, on trouve un métamorphisme alpin récent. Donc. Ainsi, des datations isotopiques effectuées révèlent que la base de la nappe gomaride inférieure, comme la nappe d'Arkaïli, en contact direct avec les septites, a subi un métamorphisme ayant atteint le faciès schiste vert à 25 millions d'années. Donc, en même temps que se développait le métamorphisme des septites. On a trouvé le métamorphisme des septites aux 25 millions d'années. Donc, les nappes gomarides supérieures ont été très peu touchées par ce métamorphisme. Donc, ce métamorphisme, on trouve surtout au niveau des nappes inférieures et qu'elle date à 25 millions d'années, et c'est un métamorphisme qui était dans les septites. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans les nappes gomarides supérieures, comme la nappe de Bnei Hazmar, la nappe supérieure, un âge de 259 millions d'années, plus ou moins 5, est obtenu. Donc les nappes supérieures, elles connaissent un métamorphisme très ancien, c'est 259. Donc, c'est-à-dire c'est un métamorphisme qui se trouve dans tous les nappes. Mais au niveau de la nappe inférieure, on a trouvé un autre métamorphisme qui date de 25 millions d'années. Tout ceci implique que les nappes gomarides se sont mises en place sur les septites pendant que ces dernières étaient encore chaudes. Voilà un premier métamorphisme qui a affecté les gomarides à 259 millions d'années. Mais lorsque ce charriage qu'on a parlé tout à l'heure, charriage sur les septites, les septites étaient encore chaudes et elle a affecté les gomarides inférieures par ce métamorphisme. Donc, le métamorphisme de 25 millions d'années, il vient des septites qui étaient encore chaudes lors du dépôt de ces gomarides inférieures. Donc, c'est ça l'explication pourquoi on trouve un métamorphisme récent de 25 millions d'années au niveau des nappes inférieures du gomarides, c'est-à-dire elles viennent des septites lors de leur charriage, c'est-à-dire les charriages des nappes gomarides inférieures. Et puis une distension récente d'âge myopléocène liée à l'effondrement et à l'ouverture
de la mer d'Alboran. Donc, au cours de Miocléocène, on va assister à un effondrement de la mer d'Alboran par une distension. Donc voilà, il y a l'effondrement de la mer d'Alboran ici. Cette partie-là va connaître un effondrement et la genèse de la Méditerranée occidentale. Donc, formation d'un prisme d'accrétion émergé entre l'Ibérie et le Maroc. Au début, nous avons un prisme d'accrétion entre l'Ibérie et le Maroc, puis il va subir un effondrement au cours du Pliocène. Voilà, effondrement du prisme et ouverture de la mer d'Alboran. C'est l'emplacement de la mer Méditerranéenne, bien sûr. Maintenant, on passe à la chaîne calcaire ou la dorsale calcaire. Donc, on a terminé avec les siptides, la stratigraphie des siptides, la stratigraphie des gomarides. Maintenant, on passe à la stratigraphie de la chaîne calcaire ou la dorsale calcaire. Donc, voilà. Donc, cet ensemble occupe la partie la plus externe du domaine interne. Donc, on a dit que le domaine interne il est formé par les siptides, le gomaride et la dorsale calcaire. La dorsale calcaire se trouve dans la partie externe. Externe, c'est-à-dire du côté du continent, toujours. Lorsqu'on parle interne, c'est du côté de la mer. Donc, la dorsale calcaire fait partie du côté externe du domaine interne. Donc, cet ensemble occupe la partie la plus externe du domaine interne. Il est situé structurellement entre les unités gomarides siptides au nord-est ou au nord, C, et le domaine des nappes de Flysch au sud. Il est lui-même débité en écaille à vergence externe au sud de Tétouan. Donc, vergence externe, c'est-à-dire un décollement vers le sud, vers le continent. Vous voyez les barbelés ici. Tu veux ça? C'est une vergence vers le continent, c'est-à-dire un chevauchement vers le continent. Donc, avergence externe au sud de Tétouan et avergence interne au nord, ici. Vous pouvez voir ici, les barbelés, là et là, ils ont une vergence interne. Toute cette région présente une vergence interne. Donc, c'est-à-dire une vergence vers le nord ou bien le nord-est. Par contre, au sud de Tétouan, dans cette région, c'est plutôt une vergence externe vers le sud-ouest. Donc, on y distingue trois segments séparés par des accédants transverses. C'est-à-dire la dorsale calcaire, elle est divisée en trois parties par des accédants transverses qui possèdent de grandes similitudes tant au point de vue de leur colonne stratigraphique que de leur style tectonique. Ces trois parties présentent presque le même style tectonique et la même stratigraphie. On a la dorsale calcaire au sens strict entre Tétouan et l'accédant du Jibha, c'est celle-là. Donc la première partie de la dorsale, c'est celle-là entre Tétouan et l'accédant du Jibha ici. Voilà l'accédant du Jibha et Tétouan. La deuxième, le Haouz, entre Tétouan et Jbel Moussa. Donc ici, vous pouvez voir ici Jbel Moussa, ici. Il est écrit sur la carte Jbel Moussa. Donc entre Jbel Moussa et Tétouan, on l'appelle la dorsale de Haouz. Ça prend le nom, le Haouz. Et puis le Bourkouya dans la région de Hussima, ici. C'est plus à l'est. Donc, on trouve une partie de la dorsale dans cette région-là. On trouve même des gomarides, bien sûr, ici. Hein. Donc, voilà. Voilà, en gros, donc la dorsale, la première partie et le Bourkouya ici. Vous pouvez voir le Bourkouya dans la région de Hussima. Donc, sur la base de différence entre les faciès sédimentaires contemporains, on distingue des unités internes à série condensée et des unités externes à faciès de mer plus profonde. Donc, dans la dorsale calcaire, on a distingué deux faciès. Un faciès dans la dorsale interne qui diffère relativement, ou bien un petit peu de la dorsale externe, c'est-à-dire dans la zone externe. Donc voilà, on distingue des unités internes à série condensée, c'est-à-dire une épaisseur minimale. Si on compare cette épaisseur de la série
par rapport à cette épaisseur, c'est-à-dire entre la dorsale interne et la dorsale externe, on va voir qu'il est condensé au niveau de la dorsale interne. Il est plus développé dans la dorsale externe. Généralement, pourquoi elle est plus développée? On le lit directement à la subsidence. Et on pense facilement au jeu de faille normale qui facilite cette subsidence-là. Donc, on a un jeu actif de faille normale dans la dorsale externe et une zone haute, relativement, c'est pas très haute, mais relativement haute dans la zone interne. Je dis bien la zone interne, c'est du côté de la mer. Donc, on distingue des unités internes à scierie condensée et des unités externes à faciès de mer profonde. Donc, ça, c'est une mer profonde en plus. Elle est très subsidant et mer profonde. Ici, c'est une série condensée. Donc, dans la dorsale interne, la série se compose du Trias moyen continental avec des argiles et grès rouges. C'est le Trias classique. Dolomie bréchique du Trias supérieur et calcaire massif blanc de l'Ias inférieur karstifié. Donc, c'est un Trias classique, argile rouge, dolomie et calcaire. Mais un point important ici, ce qu'il faut noter, c'est la karstification au niveau du lias inférieur. Et la karstification, ça vient dans les zones en immersion, c'est-à-dire émerger au-dessus de l'eau. On ne peut pas dissoudre le carbonate si on n'a pas de CO2 et on n'a pas de l'air. Donc les karstes, on les trouve dans les zones immergées, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'eau. Donc ça, c'est un critère très important. Donc, à leur sommet, donc le sommet, le lias inférieur, on a une karstification au niveau du calcaire. Et une série condensée épaisse de 20 à 100 mètres d'âge lias supérieur à crétacé inférieur, avec un faciès ammonitico-rosso. Donc, au cours des lias supérieurs jusqu'à crétacé inférieur, la série est condensée avec un faciès profond, ammonitico-rosso. Donc, on a deux critères à retenir. Les dolomies bréchiques du Trias supérieur avec des calcaires massifs blancs du lias inférieur karstifié. Donc, nous avons des brèches, nous avons des karstes et nous avons des ammonitico-rosso, milieu profond, mais au lias supérieur crétacé inférieur. Donc, on note des périodes d'immersion et de karstification, bien sûr. Donc, voilà, nous avons des karstes au niveau de cette série-là. Donc, c'est la preuve qu'on a des immersions. Donc, voilà le Trias et les dolomies avec des brèches et des calcaires avec surtout des karstes ici. Vous pouvez voir dans la colonne stratigraphique, c'est karstification à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, on a dit le lias supérieur qui est assez inférieur, c'est un faciès ammonitico-rosso avec des radiolarites. Donc, le milieu, il est profond, mais il est condensé. Il n'a pas une grande subsidence. On va le comparer avec ce qui se passe au niveau de la dorsale externe. Dans la dorsale externe, au contraire, la succession est la suivante. De la base au sommet des dolomies astromatolites, voilà, des dolomies astromatolites intertidales acipratidales du Trias supérieur. Donc, on est déjà dans les dolomies au Trias supérieur. Leur épaisseur considérable peut atteindre 900 à 1500 mètres. Donc, l'épaisseur est relativement très importante par rapport à la dorsale interne. Elle atteint 900 à 1500 mètres avec des calcaires et dolomies massifs de lias inférieur. Donc, on passe au lias inférieur avec des calcaires et dolomies. Suivi par les calcaires, voilà, si c'est lias moyen à supérieur et toisien. Donc voilà, suivi par des calcaires lithiques à silex et des marnocalcaires à ammonite, faciès ammonitico-rosso. Voilà, c'est déjà au lias inférieur qu'on a vu ce faciès profond ammonitico-rosso.
Par contre, dans la dorsale interne, la Montico Rosso se trouve au lias supérieur Crétacé inférieur. Donc, la Montico Rosso est précoce ici, il vient avant. Lias inférieur et moyen. Et en plus, une série condensée, 60 à 80 mètres d'épaisseur, présentant les étages du Jurassique moyen au Crétacé inférieur. Donc, au Jurassique Crétacé inférieur, on a toujours une série condensée. Donc, voilà, moyen Crétacé. Après, un Crétacé supérieur et un Paléocène peu représenté. Donc, le Crétacé supérieur et Paléocène est très peu représenté, une série réduite. Donc, peut représenter la série transgressive de l'Éocène moyen à l'Oligocène comporte des conglomérats, des arénites et des marnes à bloc. Donc, on assiste à une transgression au cours de l'Éocène et l'Oligocène avec des conglomérats, des arénites et des marnes. Donc, voilà la différence entre la dorsale interne et la dorsale externe. Donc, on voit que les colonnes stratigraphiques des segments internes et externes de la dorsale calcaire se distinguent par des caractères importants. Premièrement, les épisodes d'immersion et de karstification, présents seulement dans la dorsale interne. On n'a pas vu de karst dans la dorsale externe. C'est la première constatation. La deuxième constatation, le développement des brèches et des autres facies particuliers, comme la Montico Rosso et les radiolarites, c'est-à-dire cette sédimentation profonde, elle est précoce dans la dorsale externe. Précoce parce qu'il vient au cours de l'IAS inférieur. Par contre, la dorsale interne, c'est au l'IAS supérieur. Donc, dans toutes les unités dorsaliennes, de nombreux indices tels que paléophaille normale, en plus de ces critères-là qu'on a vus, on trouve des paléophailles normales, seins sédimentaires, des plis seins sédimentaires, des slimpes, des variations d'épaisseur qu'on a vues dans les deux coupes, les discordances progressives montrent l'intervention d'une tectonique distensive dès le lias inférieur moyen dans les zones externes, un peu plus tard dans la zone interne. Donc, la fragmentation de la plateforme dorsalienne, là où se trouve la dorsale, elle a commencé au lias inférieur à moyen et elle a commencé surtout dans la dorsale externe. Elle vient après parce que la Montico Rosso, on le voit tardivement dans la dorsale interne. C'est pour cela que cette distension affecte la dorsale interne que l'IAS supérieur, Crétacé inférieur. Donc voilà les deux constatations qu'on peut dire. Donc c'est une dorsale qui est affectée par une tectonique distensive qui a débuté dans la dorsale externe et qui est passée à la dorsale interne. Deuxièmement, la profondeur et la subsidence est très importante dans la dorsale externe. Et l'immersion se trouve que dans la dorsale interne. Donc, l'opposition entre les séries sédimentaires mésozoïques des domaines internes et externes de la chaîne calcaire s'explique par une position haute du domaine interne, parce que on avait les karstes, l'immersion et tout. Donc, c'est une zone haute du domaine interne, soumise à des épisodes de surrection successifs marqués chacun par une karstification. Donc, c'est ces épisodes de surrection successives qui ont donné cette immersion et la formation de karstes. À cette époque, la partie externe est au contraire un domaine effondré par des failles normales. On a vu que l'épaisseur de la colonne stratigraphique est importante. Donc c'est un effondrement et on a trouvé des failles normales sédimentaires au niveau de cette plateforme externe, donc au niveau de cette dorsale externe. Donc cette dorsale externe a été effondrée par ces failles normales, où les séries sédimentaires s'organisent en fonction des blocs basculés. Et c'est ces blocs basculés qui ont donné des discordances progressives qu'on avait ici, des discordances progressives, parce qu'on a basculement de blocs d'une manière progressive, bien sûr, par le jeu de failles normales. C'est le jeu de failles normales qui bascule les blocs et les sédiments qui viennent au-dessus viennent sous forme d'une discordance angulaire progressive. Donc, qu'on peut appeler une discordance cartographique. Parce que ça se voit sur une carte géologique sous forme d'un point triple
Je crois que vous avez déjà vu ce phénomène-là, une discordance cartographique. Donc, on se trouvait à la bordure occidentale du bloc cristal ou microplaque d'Alboran. Donc, c'est la bordure de la microplaque d'Alboran dont la dorsale externe représentait la marge occidentale. Donc, c'est une plateforme de la marge de la plaque d'Alboran. On va voir ça dans le schéma pour mieux comprendre. Donc, dans la chaîne calcaire s'inscrivent donc les stades successifs de la constitution d'une marge passive, plus ou moins directement liée à l'océan Titis. Donc, cette plateforme se trouve dans la marge passive titisienne et la zone la plus profonde qui se trouve vers le centre, ou bien vers la partie distale de la Titis, ou bien vers la ride midi-océanique, ça se trouve dans la dorsale externe. Donc voilà, du point de vue des formations, on va voir ça, ce phénomène-là de la dorsale, dans un schéma pour comprendre. Donc la déformation qui a affecté la dorsale, donc la dorsale calcaire est constituée d'un ensemble de nappes coincées entre les gomarides au nord-est et l'unité de Tanger qui fait partie du domaine externe et les nappes de Flysch au sud-ouest. Le grand nombre d'unités allochtones individualisées est probablement le reflet de la réelle complexité structurelle de la région. Donc, les unités internes occupent une position structurelle élevée au-dessus des unités externes. Donc, voilà une vue de la dorsale calcaire. OK, ici, c'est les gomarides. Ici, c'est la dorsale. Vous pouvez voir la dorsale interne en position haute, ici. Et la dorsale externe, ça commence de là. Elle est plus loin, ce n'est pas en premier plan, c'est en deuxième plan, ici. Donc, elle est dans une position basse, topographiquement parlant. Ici, c'est une position haute, et on la voit ici dans la coupe. Vous pouvez comparer surtout les localités. Par exemple, ici, Jbeljnen, elle est là. Hafet Srir, il est là. Donc, vous pouvez comparer entre les deux. Et en bas, vous avez une semelle de prédorsalien, puis l'unité de Tanger en bas. Donc ici, c'est la semelle prédorsalien tertiaire. Et vous voyez ici, ces failles-là, ce sont des failles, sous forme synclinale. Hein. Ce sont des failles qu'on a dit, qui ont joué en normal dans la plateforme et qui vont rejouer en inverse lors de la déformation alpine. Donc, au cours de l'inversion tectonique, voilà donc, les gomarides. Ici, l'unité de Tanger en bas. Puis, le prédorsalien. Et en haut, les dorsales calcaires internes et la dorsale calcaire externe. Donc voilà, au cours de l'inversion tectonique, lors du serrage régional alpin, les anciens failles sédimentaires, ces failles inverses ici qu'on trouve, qui ont donné des nappes, ce sont des failles normales, sédimentaires au cours du dépôt. C'est-à-dire au cours de la sédimentation, ils ont joué en normal. Mais au cours de serrage, ils vont être des failles, ils vont rejouer en inverse. Donc les anciens failles sédimentaires rejouent en faille inverse. Les graben évoluent en pincée synclinale et en horst compressive. Voilà, au début c'était des graben, mais ce sont des pincées synclinales ou bien en horst compressive qui vont structurer la dorsale calcaire. Donc, une écaille de la dorsale externe, l'unité du mot racine, qu'on la trouve ici. Vous pouvez la voir ici. Elle fait l'exception, cette unité-là, située dans la clisse de Wedlow. Ici, c'est Wedlow, elle suit ce quaternaire en blanc. Donc, est affectée par un métamorphisme alpin faible, enchizonal à épizonal. Donc, exceptionnellement, cette unité de la dorsale externe, qu'on appelle l'unité du mot racine, elle est affectée par un métamorphisme
onchysonale. Donc, elle ressemble ainsi à l'unité de Bonilla Capella, métamorphique du cordillère biticulaire. On a une autre unité en Espagne qu'on appelle l'unité de Bonilla Capella. Elle a les mêmes caractéristiques métamorphiques. Donc, ce qui indique que ces unités n'étaient pas loin des unités subtiles pendant la structuration alpine du domaine interne bitico-réfoutilien. Donc, pourquoi on a ce métamorphisme ici dans cette unité d'hémoracine et dans la Bonilla capillane en Espagne? Parce que cette dorsale calcaire était très proche, elle était très proche des subtiles. Et ce sont les subtiles qui ont métamorphisé, parce que au cours de cette phase alpine, les subtiles étaient très chauds. Donc, ce sont eux qui ont métamorphisé à 25 millions d'années les gomarides inférieures, et ici, ils ont métamorphisé la dorsale calcaire. Donc, la dorsale calcaire était très proche des subtiles. Donc, les nappes gomarides sont charriées sur la dorsale calcaire, aussi du Titoine, et celle-ci est charriée sur les nappes de Flysch et sur le riff externe. Bien sûr, on connaît ça. Donc, on passe au deuxième domaine, c'est le domaine des Flysch. Donc, on a terminé avec la stratigraphie des subtiles, des gomarides et de la dorsale, c'est-à-dire on a terminé avec le domaine interne. On passe maintenant au domaine des Flysch, parce qu'on a trois domaines. On a le domaine interne, le domaine des Flysch et le domaine du riff externe. Ça, c'est la deuxième partie, c'est le domaine des Flysch, c'est la deuxième partie du riff. Donc, c'est un ensemble entièrement alloctone. Elle est alloctone. Elle représente le remplissage d'un ancien sillon océanique titisien. Donc, un remplissage de l'océan titisien. Donc, lorsqu'on dit remplissage, ça veut dire qu'on va trouver une sédimentation profonde en bas qui va passer au comblement et une sédimentation de moins en moins profonde vers le sommet. Donc, ce domaine est constitué de 4 nappes, ou bien 4 types de nappes de Flysch superposées structurellement de bas en haut dans l'ordre suivant. Donc, nous avons la nappe massilienne. Donc, ce domaine, elle est formé par des nappes. On a 4 types de nappes qui forment ce domaine-là. C'est comme les gomarides. On a parlé de 4 nappes. Ici, la même chose. On a 4 nappes. La première, c'est la nappe massilienne. On la trouve ici et là. Donc, c'est la nappe massilienne qu'on appelle la nappe Millouset-Chouemet. Puis, la nappe mauritanienne, elle est composée de la nappe de Jbel Tizirine, ici, d'âge crétacé inférieur, et la nappe de Bni Yedder, avec, c'était un crétacé supérieur Miocène basal. Donc, la nappe de mauritanienne, on a vu ça dans le TP, la nappe de Tizirine, la nappe de Bni Yedder. Donc, une partie ici d'âge crétacé inférieur, c'est la nappe de Tizirine, puis le crétacé supérieur Miocène basal, c'est la nappe de Bni Yedder. Donc, nous avons deux nappes. La première nappe de Tizirine et la deuxième nappe de Bni Yedder. Puis la nappe numidienne, voilà, ici. Et la nappe prédorsalienne d'âge miocène inférieur. Toujours la nappe prédorsalienne, elle est près de la dorsale. Voilà un lambeau ici. Un autre lambeau ici. Et là. Donc, il suit la dorsale calcaire. C'est pour cela qu'on l'appelle la nappe prédorsalienne. Donc, on va commencer par les nappes inférieures ou bien la nappe massilienne de Millouset-Chouemet. Mais avant de continuer, je vais arrêter pour 2 minutes et je reviens. OK? C'est bon, monsieur.